Merci beaucoup. Donc, je disais que nous rentrons dans la dernière partie de notre journée. Nous avons le plaisir d'accueillir nos trois orateurs donc, qui vont nous parler justement de la source d'Iker. Donc, nous accueillons Claire Ibo, qui est infirmière et attachée de recherche au pôle recherche à l'équipe mobile, donc Jeanne Garnier. Lorraine Sanchez, qui est infirmière aussi à Jeanne Garnier. Et Christophe Dejoux, qui est professeur émérite de psychologie et directeur scientifique de l'Institut de psychodynamique du travail. Donc, ils vont essayer justement de nous ramener cette fois-ci à ce travail d'Iker, qui est à la fois une attitude personnelle et donc de sensibilité aux besoins de l'autrui que nous avons vu dans les premières présentations qui sont complexes, mais aussi qui est à la fois une activité de prendre soin d'une personne vulnérable. Donc à travers, encore une fois, leur expérience et aussi un regard plus ou moins philosophique et théorique aussi du professeur Dejoux qui va essayer de nous donner la profondeur justement sur cette activité, sur ce vécu du quotidien. À vous la parole. Quand on nous a demandé de réfléchir à la source du care, avec Lorraine, on s'est surtout interrogé en fait de le pourquoi on était infirmière et encore plus pourquoi on était infirmière en soins palliatifs et que ça éclairerait en fait justement cette source. On a fait 5 hypothèses qui seront les 5 parties qu'on va aborder ici sur justement cette source. En cherchant dans ma propre histoire, j'ai réalisé que j'avais reçu la même éducation, la même foi, les mêmes valeurs que mes frères et sœurs, et pourtant, j'étais la seule infirmière. Comme eux, j'ai vu mes parents prendre soin de nous, de leurs amis, des gens qu'on rencontrait, et pourtant encore, j'ai été la seule à vouloir reproduire cette attention. J'ai été entourée dans toute ma vie de multiples visages du prendre soin, des assistantes sociales, des médecins, des avocats, des professeurs, et là encore, j'ai choisi d'être infirmière. L'imaginaire social qui tourne autour de ce métier d'infirmière a joué un rôle. J'avais quand même envie d'être à côté, de vivre avec ceux qui souffrent le plus et que les gens le sachent, que le monde soit au courant, qu'il y a des gens qui vivent avec eux. Combien de fois j'ai entendu « je ne sais pas comment tu fais, j'aurais jamais pu être infirmière ». En fait, je ne suis pas née infirmière, je le suis devenue. Et quelque part, j'ai décidé de l'être, et c'est en étant infirmière que j'ai appris vraiment à le vivre. Alors avec Claire, on a plein de points communs dans notre histoire, mais on ne vit pas tout à fait notre métier de la même manière, je pense. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous éclairer un peu. Et surtout, en fait, la dissension qu'il y a entre les personnes qui ont choisi d'être infirmières, enfin, l'origine de notre choix, et puis les personnes qu'on est aujourd'hui, et à quel point ce métier, le choix qu'on a fait, la façon dont on l'exerce, particulièrement soins palliatifs, nous a transformés en fait, depuis le temps qu'on l'exerce. Donc, parmi nos quelques hypothèses, la première, c'est que l'attention à l'autre, c'est une compétence à acquérir. Voilà. Donc, pour l'origine du choix d'être infirmière, parce que pour moi, le choix d'exercer en soins palliatifs, c'était un second temps, comme Claire... j'expérimente au sein de ma famille la transmission de valeurs et comme beaucoup de nos pères et de nos consoeurs infirmières, il y a la volonté, voire le besoin d'exercer un métier qui est utile à quelqu'un, un métier dont on ne peut pas remettre en question en fait, l'aspect indispensable. Et encore plus concret, un métier, en tout cas au moment où je le choisis, pour moi c'est un métier dans lequel le résultat de mes actions vont être visibles, palpables. Alors aujourd'hui, j'ai appris à faire avec l'échec, enfin en tout cas j'apprends encore à faire avec l'échec et le fait que cette volonté-là n'est pas atteignable, enfin en tout cas pas la majorité du temps je crois. Et il y a aussi l'aspect que d'autres métiers permettent d'accomplir ces actions aussi, que les métiers du care, ce n'est pas juste le métier d'infirmier, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres façons d'avoir des métiers du soin. Et celui qui m'a beaucoup éclairé sur ça, c'est un membre de ma famille en fait. Moi, je suis originaire d'un clan médical, donc il y a énormément de gens qui sont soignants dans ma famille, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert ces métiers-là, que j'ai eu une sensibilité à ça. Et j'ai un frère qui est chef d'entreprise
dans les énergies renouvelables. Et lui, il me dit, mais moi, je fais un métier du care parce que tous les jours, je me soucie de mes employés qui travaillent dans des bonnes conditions, qui soient en sécurité, qu'ils aient à la fin du mois un salaire qui leur permette avec leur famille de vivre dignement. Et donc lui, alors que moi, au premier abord, je n'avais pas trouvé un métier du care dans son exercice, lui, pourtant, le vit comme ça et en est convaincu. Du coup, dans ma croissance, j'étais entourée d'adultes qui ont choisi, avant moi, de consacrer leur vie à celle des autres dans des disciplines médicales. Et j'en viens à exercer ce métier choisir ce métier après une période en fait où je le refuse catégoriquement parce que je vois les sacrifices qu'il implique, les conséquences que ça a notamment en termes de vie familiale, avec des personnes qui ne sont pas présentes parce qu'elles sont de garde à l'hôpital, des parents qui partent la nuit parce que on les a appelés d'astreinte à l'hôpital. Donc moi au début j'en voyais beaucoup l'aspect sacrificiel et les aspects négatifs avant en fait d'en voir une possible voie d'épanouissement. Parce qu'à côté de ça, ces personnes-là avec lesquelles j'ai grandi, j'ai eu pour elles une forme d'admiration parce qu'elles étaient en permanence en train d'essayer de progresser, d'apprendre plus, de pratiquer mieux. Et mon père qui est soignant m'a un jour dit cette phrase que du coup j'ai retenue depuis des années, qui me dit « c'est important de toujours continuer d'apprendre parce qu'au bout de nos actions, et du coup de tes actions aujourd'hui, il y a quelqu'un, et c'est important du coup que tu continues à être dans cet exercice en permanence ». Donc c'est une responsabilité qui est un peu écrasante, et en même temps, au moment où pour moi, c'est pour ça que je me lance là-dedans. Du coup, j'ai reçu ces bases dans mon éducation, dans le témoignage du quotidien partagé que peut avoir l'impact de ce métier sur les individus qui l'exercent. Mais comme Claire l'a dit tout à l'heure, rien ne pouvait m'apprendre plus sur ce métier que mon métier en lui-même, ainsi que les patients que j'ai rencontrés par celui-ci. Les besoins des personnes que j'accompagne ne peuvent se deviner, et je peux intellectuellement et par mes connaissances théoriques, expliciter pourquoi telle pathologie, telle lésion peut causer tel ou tel type de douleur. Je peux me dire sur tel type de douleur, c'est plutôt ce type de médicament qui est adapté. Tout ça, je peux l'intellectualiser et avoir déjà un apport sur ce sujet. Mais pour exercer mon métier selon les critères de qualité que je me suis fixés, je n'ai pas d'autre choix que d'écouter et d'entrer en relation pour entendre sensiblement ce que ressent celui pour lequel je suis là. Donc l'attention que j'exerce, elle est à la fois l'origine de mon choix de métier, une volonté de ma part, un critère de qualité de mes soins et un outil aussi au service de ceux-ci. C'est aussi pour cela que lorsqu'elle se fait absente pour des raisons qui sont tout à fait banales comme la fatigue ou l'usure ou voilà, X ou Y raison, lorsque l'attention s'absente, mon exercice quotidien me semble perdre cruellement en qualité et en sens. Mon choix d'exercer en soins palliatifs et mon choix d'y rester est sous-tendu par cette valeur de l'attention. Nous sommes dans un lieu qui la valorise pour l'adaptation des soins et des décisions à prendre, qui me permet de prendre le temps d'écouter, de m'asseoir et de penser mon geste et de mes actions, en tout cas la majorité du temps. Si être attentif à l'autre paraît naturel quand je regarde quelqu'un faire, ce n'est qu'une illusion. Je l'ai très vite découvert et ce que je pensais être un talent inné m'a vite fait défaut. J'ai vite compris que c'était en fait une compétence à développer et qu'il allait falloir la travailler sur la durée. Quand on sort du diplôme, on n'a pas encore appris à être infirmière, et encore moins à être attentif à l'autre. On a juste appris des gestes de soins techniques et des idées théoriques sur la juste distance. Au contact des malades, il m'a fallu grandir en sollicitude et en capacité d'être en relation. Et surtout, j'ai appris à être attentive à l'autre malgré la douleur. Tous les jours, nous faisons des soins, des injections, des mobilisations qui font mal au patient, certes, pour le soigner, pour un mieux-être après, mais sur le moment, notre geste blesse. Et on n'est jamais préparé à ça. Du coup, malgré ça, il a fallu découvrir comment être attentionné, comment vivre avec ces douleurs physiques que je provoque chez l'autre, et donc les douleurs morales que je provoque chez moi. Je ne suis plus celle que j'étais il y a 10 ans, et je ne fais plus le soin de la même manière. Je sais très bien que ce qui m'a poussée à devenir infirmière, comme le disait Lorraine, ce n'est plus ce qui m'y fait rester. On a découvert des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. En psychodynamique du travail, on parle de travail vivant. Plus on apprend des choses, plus on en découvre d'autres. On a parlé de la reconnaissance, par exemple.
On s'imaginait que tous les patients nous diraient merci d'être si merveilleuses, d'être à leurs petits soins toute la journée. Eh ben non, c'est plutôt rare qu'on nous dise merci. Et aujourd'hui, on n'attend plus de remerciements de leur part. On peut pas nier que quand ça se passe, ça nous fait plaisir, mais c'est plus une attente. Ce qui est le plus courant, c'est qu'ils pensent que c'est normal que quelqu'un fasse ce qu'on fait. Et d'un côté, je pense qu'ils ont raison. En tant qu'homme, on se doit de s'occuper de l'autre si on a les capacités dont il a besoin. Ce qui nous amène à notre deuxième hypothèse, que l'attention à l'autre est en fait un engagement envers le monde. Et comme Claire l'a dit déjà, elle a commencé à l'effleurer, moi je reste aussi dans ce métier parce qu'il y a une volonté forte, c'est celle de penser le monde par les yeux de ceux qui ont moins que moi, de ceux qui vont moins bien que moi, de ceux qui sont considérés comme les plus vulnérables. Mon premier poste en tant qu'infirmière, c'était au sein d'une structure pour personnes polyhandicapées et je pense que c'était déjà révélateur de cette volonté-là, en fait. Aujourd'hui, je pense que j'ai un attachement viscéral à ces visages que j'ai croisés, rencontrés et connus parce qu'ils méritaient tous attention, soins, vigilance et préoccupation. Parce qu'ils sont comme moi des êtres humains remplis de leurs priorités, de leurs contradictions, de leurs émotions et de leur courage ordinaire. Il me semble que c'est là aussi la puissance de la vulnérabilité qui est tellement au centre des théories du CARE, ce qu'elle me ramène constamment à l'essentiel, appelant ma responsabilité à faire du monde qui m'entoure un monde dans lequel ces personnes ont une place à part entière, un monde pensé pour eux en premier. Parce que si le monde est pensé pour eux, alors il sera habitable par tous. Et en moi persiste l'idée que tant que ces visages seront là, tant que mes choix et mes opinions seront habités par ces histoires et ces rencontres, je serai une personne à l'œuvre d'un monde meilleur, car toujours soucieuse de ceux qui ont le plus besoin d'assistance. J'ai la chance d'exercer un métier autant dans la profession en elle-même que dans les modalités dans lesquelles je l'exerce, donc ici au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, qui me construit en tant qu'individu par les enjeux que les rencontres y mettent. Et au final, si ce métier me décourage parfois aussi pour ces raisons-là, il me rend battante et optimiste parce que je vis cette transformation par l'expérience de ce que le soin peut être et de ce qui peut être vécu au cours du soin. Dans notre métier, on assiste à des situations où l'injustice, la pauvreté, l'isolement, la violence, l'abandon sont parfois énormes, intenses et intolérables pour nous. Et si je persiste aussi ici, c'est parce que j'ai l'espoir de créer au sein de ma structure, de mon équipe, un lieu dans lequel ces souffrances peuvent s'apaiser un peu, justement parce qu'il y a cette force de l'attention et cette disponibilité que nous mettons dans nos soins et notre présence. Et tout ça, c'est forcément sous-tendu par par une institution qui le permet, donc par des considérations politiques et par des enjeux politiques. Et je crois que c'est aussi un peu toutes les difficultés que peuvent rencontrer en fait les EHPAD à l'heure actuelle. C'est que nous, il y a eu un choix aussi, le ratio patient-soignant, c'est aussi une volonté de la maison de le garder, de se battre pour ça. Et comment demander à des soignants d'EHPAD d'avoir toute cette disponibilité, cette attention quand en fait qu'ils sont seuls pour je ne sais combien de résidents, c'est pas possible et c'est inhumain presque. Voilà. Il y a une de mes patientes qui m'a transmis il y a quelques temps, en fait c'est le dernier échange que j'ai eu avant sa mort. Elle m'a dit « Restez toujours ainsi, vous tous, intelligents et disponibles ». Et en fait, je trouve qu'elle a vraiment très bien résumé ce qu'on veut être auprès de ces patients et toute l'intention et l'attention qu'on met auprès d'eux. Moi, j'entends intelligence dans le sens de réflexivité, dans le sens de questionnement, dans le sens de remise en question, et disponible, parce que je trouve que dans la disponibilité, il y a aussi cette notion d'attention, d'être présent, d'être attentif. Donc je trouve qu'elle m'a fait un beau cadeau en me donnant cette phrase, en me disant qu'en fait, auprès d'elle, on avait un peu réussi à être ce qu'on voulait être. Une étape importante dans la découverte de ce métier et de qui on est, c'est la première confrontation au patient que je ne peux plus reconnaître comme un proche. Quand il n'a presque plus forme humaine, quand il a un cancer ORL qui le défigure, que des odeurs sont insoutenables, qu'il est repoussant, qu'il est agressif, qu'il est hautain, qu'il est fermé. Je ne peux plus utiliser en moi les mêmes choses qu'avec le patient où la relation est instinctive, où le soin est facile. Je vais mobiliser d'autres choses. Une de mes ressources personnelles, c'est la religion. Je suis catholique, j'ai été éduquée comme ça, et donc je vais tenter de m'en occuper comme si c'était Jésus en face. Dans la Bible, il y a écrit « Si vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites ». Pour moi, c'est une force. Je vais prier, par exemple, en silence pendant le soin, pour me donner la force de tenir
d'aimer. Cette dimension supplémentaire me donne l'envie et la force de me dépasser moi-même. Le prendre soin a parfois une dimension plus qu'humaine. C'est pour le monde que je m'occupe de ce patient à cet instant. Je crois que le monde s'améliore lorsque je dépasse mes peurs et mes répugnances pour prendre soin de cette personne. C'est l'humanité que je soigne à travers lui. On a une responsabilité parce qu'à chaque geste que je fais ou que je ne fais pas, je choisis de perpétuer cette attention à l'autre qui est vitale pour moi. La portée de mon geste dépasse largement le soin que je fais. Je me prends en soin aussi. Si j'étais malade, je voudrais que l'on soit doux, patient, attentif avec moi. Je reproduis le modèle que je pense être le meilleur. Et je sais qu'un jour, peut-être, je serai vulnérable, malade, âgée. Aujourd'hui, je suis garante de ce qui se vivra demain. Je sais que la vulnérabilité fait partie de la vie et qu'il faut des protecteurs de ces moments. Savoir qu'ailleurs, un autre soignant se dépasse aide à se dépasser. Notre autre hypothèse, notre autre questionnement, c'était l'incarnation de l'attention. Donc quand il faut passer de l'intention au geste, qui a parfois des enjeux très importants. Parce que le quotidien qu'on vit, il est très organique. Dans les soins qu'on prodigue en tant qu'infirmière, en tout cas en USP, il peut y avoir un quotidien qui est peu ragoûtant, si vous me pardonnez l'expression. Donc la confrontation peut parfois être vraiment brutale. Et pourtant, pétrie de ces intentions qui nous sont chères, il faut qu'on passe à l'action. Donc on doit incarner nos intentions parce que intellectualiser ne suffit plus au moment où on est. Tout notre aide va s'engager, notamment forcément notre corps, qu'on essaye de faire accueillant et solide, parfois contenant, parfois souple. Nos sens vont accumuler des indices, surtout des indices cliniques. Voilà, ça peut aller de la chaleur, fraîcheur, odeur, des sons, des couleurs. Enfin, vraiment, ça passe par toute cette gamme-là. Le recueil d'informations cliniques est donc permanent autant que la rencontre qui se joue. Dans notre métier, il y a une importance capitale du présent, parce que pour les patients qu'on accompagne, le futur tel que tout bien portant peut l'envisager a disparu. Parfois, le futur, c'est juste demain, et parfois même demain, c'est déjà beaucoup. Le passé porte avec lui son lot d'accomplissements et de regrets, et le présent, c'est le seul instant dont chaque intervenant qui est là peut être sûr et sur lequel on peut s'appuyer. Il va falloir donc s'adapter à la manière dont la personne que je rencontre souhaite vivre et investir ce temps présent. C'est à la fois un respect d'une intimité qui veut ou non se dévoiler, d'une histoire qui veut ou non se raconter, et d'une relation qui se noue ou pas. Ce qui compte, c'est ce moment et maintenant. Et parce que c'est maintenant qui compte, il me semble important d'accompagner les pertes d'hier. Faire ce qui, au plus juste du besoin d'aujourd'hui, implique de chaque jour se reposer la question « Quelles sont les possibilités et où y a-t-il besoin que je comble ?» et encore plus « Comment dois-je combler ?» Au cours de mes soins, je suis confrontée à des corps abîmés, souffrants et décharnés, comme vous le disiez Claire, avec leur lot d'odeurs, de sécrétions dans tout genre, de déformations parfois jusqu'à la difformité. Et alors, dans mes mots et ma voix, dans le doute, des fois je peux juste me taire et le silence va faire son travail aussi, il a toute sa place ici. En revanche, mon corps, il faut qu'il agisse, donc il va falloir quand même que je le contrôle d'une certaine manière. En fait, mon intention est que le patient se sente accueilli, il se sente respecté, il se sente considéré. Et du coup, il faut que je sois vigilante aussi dans ce que mon corps va transmettre, éviter les mouvements de recul, les mouvements de dégoût. En fait, tout ça, dans des situations qui sont complexes, avec des corps qui sont extrêmement abîmés, tout ça, ça peut avoir une importance capitale. Et parfois, ça demande énormément d'efforts et d'énergie. Que mon corps transmette un sentiment d'accueil et de respect, ça met une condition indispensable pour aussi que l'échange de qualité se fasse et pour permettre que la porte du dialogue soit véritablement ouverte. Après, il y a aussi les situations où les patients sont agressifs, accusateurs, maltraitants de manière plus ou moins consciente envers nous. Et ça me demande des ressources considérables de rester dans cet état d'esprit d'accueil et d'ouverture. C'est la difficulté de mon métier aussi, ce corps auquel je consacre tant d'énergie pour le soulager, le soigner, le penser et favoriser un apaisement de la personne qui l'habite. C'est aussi ce qui peut me causer la plus grande pénibilité, la plus grande fatigue lorsque la situation clinique ou relationnelle va se dégrader, devenir violente et difficile à supporter. Et là, on parle du corps vivant, du corps qui est habité, mais une partie de notre métier, ça consiste aussi à nous occuper du corps mort et du cadavre. Et l'immense majorité du temps, ce corps mort dont je m'occupe, je l'ai connu habité par quelqu'un. Et à la fois, ce n'est plus quelqu'un, à la fois, c'est encore quelqu'un.
dans cette cohabitation très étanche d'être et de ne plus être en même temps. Une des choses à laquelle j'ai été très étonnée quand je suis arrivée ici au cours des premières toilettes mortuaires que j'ai pu faire, c'est notre habitude, nous en tant que soignants, en tout cas c'est très présent au sein de mon équipe, à parler, à continuer de parler, d'expliquer, de dire, et parfois aussi de s'excuser en fait lorsque les gestes que nous faisons sur ces corps qui ne sont plus habités ne sont pas aussi tendres que nous l'aurions aimé, parce que l'hypotonie ou la raideur nous oblige parfois à forcer, à porter beaucoup plus qu'on ne l'aimerait. Et souvent, ces réactions, cette excuse, elle est spontanée, elle est naturelle. Et entre nous, après, nous en rions, parce qu'on se dit, mais en fait, c'est stupide, c'est un peu absurde de faire ça. Mais on continue à le faire. Alors, on peut y voir une manière de nous protéger, c'est sûr, de l'insoutenable, du fait de, il y a quelqu'un auquel on s'est attaché qui est mort, un patient dont on s'est occupé qui est décédé, on s'occupe de son corps, donc ça peut être très violent. Mais je me dis quand même qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une volonté de maintenir cette considération respectueuse, ce souhait de ne pas abîmer, par égard pour ce patient que nous avons connu et aussi bien sûr pour son entourage. Là encore, dans cette situation, notre attention va se déployer. On va rassembler tout ce qu'on sait de cette personne, de ses habitudes. On a parlé beaucoup depuis ce matin de l'attention aux toutes petites choses. Et là encore, quand on prend soin d'un corps mort, d'un cadavre, ça se manifeste encore une fois. On le fait aussi pour leur famille, c'est clair, mais du coup pas que, on le fait vraiment aussi pour eux. C'est un soin ultime, une façon de procurer une dernière fois des soins adaptés, encore un peu de respect et d'attention pour cette personne qui vient de quitter les vivants. Après l'intellect, les beaux sentiments, la théorie, on n'est pas encore entré dans la chambre. En effet, quand je rentre dans la chambre et qu'il y a un patient en face, la théorie, elle devient concrète. Il faut passer à l'acte, il faut agir. Et je pense que là, le soin lui-même nous guide. Encore plus quand c'est un soin avec un patient justement qui nous rebute, soit par son caractère, soit par les plaies, soit par les odeurs. Lorsque je touche le patient, lorsque je touche ses plaies, lorsque je manipule ses machines, je me dois d'utiliser la douceur. C'est nécessaire. Il n'y a plus de belles pensées dans ma tête, il n'y a plus que le contact d'un être avec un autre. Le toucher, la relation me pousse à être. On passe d'une intelligence purement cérébrale à une intelligence agissante. C'est l'instant présent. Je suis là, lui aussi. Créons quelque chose, malgré tout, malgré la laideur, malgré l'odeur, malgré l'horreur. C'est comme un contrat tacite de quelques minutes. Alors que j'ai juste envie de partir, de me mettre en colère, de claquer la porte, je reste et j'engage jusqu'à mon corps. Quand je suis remplie de ces émotions qui sont vraiment pas agréables, il ne reste que mes mains pour montrer à ce patient que je reste là pour lui. Parce que c'est mon travail et donc ma responsabilité, parce que ce patient est vulnérable, presque à ma merci, moi qui ai la connaissance et la technique. On peut se servir de notre savoir comme d'un bouclier pour se protéger, comme tu disais, ou comme d'une porte pour s'ouvrir à l'autre. La douceur des gestes, engagée jusqu'à son corps dans la manière d'être attentif à l'autre, ça s'apprend. Cette technique se découvre progressivement à force de l'expérimenter. Je ne peux pas décider d'être dans la compassion, mais je peux décider que malgré ce manque de compassion, mes gestes restent doux, adaptés au rythme de la personne que je soigne. Et j'affine ces gestes au fur et à mesure de les pratiquer. Je reçois, la plupart du temps, autant de respect que j'en donne. Le respect de la personne derrière sa maladie et le respect de la personne sous sa blouse. C'est souvent quand on regarde l'autre, non pas comme une personne malade, mais comme un être qui a quelque chose à dire de la vie, que les plus beaux échanges se font. On n'est pas naïf, on connaît la réalité de la vie, mais on espère quand même. Comme le patient en soins palliatifs qui continue à faire des projets alors qu'il sait qu'il ne lui reste plus que quelques jours, plus que quelques semaines, mois à vivre. Parce qu'il n'est pas encore mort, parce qu'il est encore vivant, il y a quelque chose qui se passe en lui. Chez nous, c'est pareil. Tant qu'on est en vie, tant qu'on travaille, on espère et on veut dire quelque chose de ce qu'on pense savoir de la vie, de l'homme. Alors vous allez me dire que je dépeins une vision idyllique du soin, de la relation, du métier d'infirmière. Non. Tout ce qui a été dit ce matin sur le non-sens, toutes les violences, les injustices, les souffrances, on les vit quotidiennement. On connaît tous ces moments où quand un patient rompt le dialogue, on sort profondément déstabilisé de la chambre. On a tous vécu ces expériences où on a appris à reculer, à sortir d'une chambre quand on se fait insulter ou quand le patient est dans le refus de communiquer. Parce qu'on n'est pas toujours dans la compassion en s'asseyant à côté de quelqu'un, en lui tenant la main et en l'écoutant. La compassion, la sollicitude prend beaucoup de visages. En acceptant de laisser un patient seul,
en acceptant de faire un soin en silence, je fais preuve aussi de compassion. Un autre visage de l'attention à l'autre se découvre au milieu de l'abandon. Quand on débarque dans ce métier, on arrive avec dans une main notre valise d'idéaux et dans l'autre notre image de la bonne mort. On l'a vu ce matin aussi. Et on va se prendre pas mal de portes pour découvrir qu'on ne contrôle rien. Ni l'autre, ni la mort, ni l'intensité d'une relation. Être attentif à l'autre, c'est le laisser libre. C'est s'adapter à ses idéaux à lui, à son image de sa mort à lui. De même, on ne contrôle pas nos propres ressentis. Ces jours où certaines collègues provoquent chez moi de la colère, de la rage, où je ressens presque de la haine pour certains patients, où l'injustice d'une situation, l'incompréhension de certaines souffrances viennent éveiller chez moi des sentiments si forts qu'ils ont failli me faire arrêter ce métier du jour au lendemain. Mais étonnamment, ces jours-là qui nous ont paru interminables, quand on a quitté le service, on a pu poser ces sentiments et se dire qu'on ferait mieux demain. Et on y est retourné. On redécouvre au cours des années que les limites ne viennent pas que des patients. Certains jours, ce sont nos collègues ou nous-mêmes qui bloquons la relation, parce que nous sommes mal disposés, fatigués, blessés, usés. Et pourtant, le lendemain, on repart sur de bonnes bases. Mais pour repartir sur de bonnes bases, il a fallu le penser. Il a fallu se dire, oui, la relation avec monsieur Untel était horrible. Cette soignante avec qui je travaille m'a semblé tout sauf compassionnelle. Oui, j'ai été fermée, incapable d'être en relation. Mais aujourd'hui, je fais différemment. Aujourd'hui, je veux apporter de la compassion, de l'amour, de la douceur. Aujourd'hui, je sens que je suis capable. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que fait ce patient ou cette collègue, c'est ce que moi je peux faire, c'est ce que moi je peux changer. Claire a déjà déblayé le point suivant pas mal, mais c'était la question de l'apprivoisement de la souffrance au travail, et plus particulièrement la souffrance que nous, soignants en soins palliatifs, on peut ressentir. Pour appuyer un peu ce que tu dis, du coup on parle de care depuis ce matin, on en parle du care envers le patient, mais aussi c'est pas là pour nous. Tout ce qu'on dit pour le patient, c'est vrai que dans les théories du care, il me semble que c'est valable aussi pour le soignant. Et une des ressources de l'établissement, il me semble, qui est une ressource très importante, c'est du coup d'avoir 6 unités qui en fait font la même chose, en tout cas qui prodiguent des soins palliatifs. Et lorsque cette souffrance devient pour l'équipe insoutenable et trop difficile et qu'elle a trop d'impact sur nous, il y a cette possibilité de passer le relais. Et depuis que je suis dans l'établissement, ça nous est arrivé plusieurs fois d'organiser des transferts d'équipe, des transferts de patients vers une autre équipe. Et au tout début, moi je le vivais comme un abandon de ce patient. On se dit mais on l'abandonne, on ne va pas jusqu'au bout de la prise en charge. Et en fait c'est aussi moi le fait de m'intéresser aux théories du care qui m'a dit mais en fait non, ce patient il mérite d'avoir les soins de meilleure qualité. Est-ce que toi, dans l'état dans lequel tu es envers lui, est-ce que l'état dans lequel est ton équipe, est-ce que du coup c'est au niveau de ce que tu souhaites pour lui? Et donc on a fait un peu au sein de mon équipe basculer le point de vue en disant en fait non, on ne l'abandonne pas, on l'accompagne vers des soins de meilleure qualité avec une équipe qui va être plus disposée à l'écouter, qui va être plus attentive parce que nous on n'y arrive plus. C'est aussi ça dont on avait envie de parler, c'était ce moment où notre ressource est vide en fait. On n'arrive plus à prodiguer de l'attention pour toutes les raisons déjà que Claire a détaillées. On ne peut pas se faire violence à la tendresse et pourtant c'est, je pense, une valeur très importante pour nous, soignants de soins palliatifs. Après, il y a aussi ce côté où, en fait, je pense qu'on commence à apprivoiser un peu que la souffrance fait partie de notre vie, que l'éliminer, c'est aussi aller sur un terrain qui semble malsain. Donc, nous, soignants, aujourd'hui, moi, pendant mes études, j'ai beaucoup entendu « ne vous attachez pas, ça vous évitera de souffrir ». En fait, il me semble que ça paraît un peu aberrant de dire ça, puisque les situations qu'on rencontre, les patients qu'on rencontre aussi, ne pas s'attacher, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est plutôt aujourd'hui me poser les questions sur déjà qu'est-ce qui est de l'ordre de la souffrance du patient, qu'est-ce qu'elle provoque chez moi et quelle place elle prend dans ma vie. Est-ce qu'à un moment elle ne prend pas trop de place? Est-ce que, de se faire accompagner aussi sur ça. On a beaucoup parlé des groupes de parole ce matin. C'est là aussi que ça prend toute sa place. Voilà. Pendant la préparation, Lorraine avait dit une phrase qui m'avait marquée. Elle a dit « Quelque part, on a accepté de souffrir toute notre carrière, on a accepté les conditions de travail difficiles, on a accepté le contact avec la souffrance et la mort au quotidien. » Ça m'avait un peu, ça m'avait un peu marqué.
Mais si on peut vraisemblablement envisager de souffrir moins, particulièrement, ce qu'on a vu tout à l'heure, en repensant notre manière de travailler, en créant des collectifs de travail, en pensant la démocratie, on ne peut pas envisager de ne pas souffrir du tout. Ce serait nier la réalité. Là où il y a de l'humain, il y a de la vulnérabilité et donc de la souffrance. Du plaisir aussi, de l'entraide, de la créativité, mais cette souffrance. Et quand je parle de la vulnérabilité, je l'ai dit en long, en large et en travers, mais je ne parle pas que de celle du patient qui est en soins palliatifs. Je parle aussi de celle de ma collègue qui est venue travailler avec ses problèmes de couple. Je parle de moi et de ma découverte de ma sensibilité qui est mise à rude épreuve pendant ce travail. Je parle de ce qui fait que l'homme est homme. Mais si on est là, c'est qu'on veut montrer qu'il est possible de faire autrement, même si on ne réussit pas tout le temps. Il est nécessaire pour moi de poser un regard différent que celui que pose la société sur cette souffrance. Après, il faut accepter que la source de la compassion, elle n'est pas illimitée. On l'a bien vu dans le concret de nos journées, quand on gère un patient complexe, ça va, 2, toujours, le 3e, c'est plus possible. On ne peut plus être dans la compassion. Et là, il va nous falloir être exigeants envers nous-mêmes pour continuer à avancer dans ce métier. Et étonnamment, ça fonctionne, parce qu'on peut témoigner que notre capacité de tolérance, de calme, d'attention à l'autre est bien plus grande qu'au début de notre carrière. Le dernier point qu'on avait envie d'aborder, c'était notre travail comme un lieu d'épanouissement et d'émerveillement, pour finir sur une touche agréable. Il me semble qu'on a dans notre métier, enfin en tout cas on vit des moments qui sont extrêmement puissants. Je pense que mes collègues auront du mal à dire l'inverse, avec une perception du temps qui est très différente, mais ça a été le sujet de la première journée, je crois. Voilà. On s'est beaucoup retrouvé avec Claire sur ce sujet-là, puisqu'en fait, on est très vite arrivé à la même conclusion qu'on reçoit ici énormément de choses. Beaucoup, on a appelé ça un peu, de façon raccourcie, des leçons de vie, mais je pense que ça résume quand même bien l'idée. Et ça participe pleinement au fait de nous transformer en tant qu'individu tout autant que le professionnel, en fait. Ce qui moi, m'attache aussi ici, c'est de participer aussi d'une certaine manière aux histoires qui se jouent dans chaque chambre, de chaque monde qui est présent à cet endroit-là précis, et de cette adaptation quotidienne qui est nécessaire et de ce questionnement récurrent sur aujourd'hui, comment on fait, qu'est-ce qu'on garde d'hier, Voilà. Et je pense que du coup, l'exercice de soins palliatifs a vraiment cette caractéristique-là plus qu'ailleurs. Une des choses aussi que je retiens beaucoup, en tout cas là où j'en suis de mon métier, c'est cet apprentissage du silence qui paraît parfois, quand on a des nouveaux arrivants dans nos équipes, moi ça m'a aidé à me rendre compte d'à quel point quand on arrive, on appréhende le silence, de ne rien dire, voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'apprentissage qui passe par là, et moi c'est un des trésors que je garde de mon exercice ici. Donc moi j'ai le sentiment d'avoir énormément appris au contact de ces patients qui m'ont permis de plein de manières différentes de faire des meilleurs choix pour moi-même, voilà, autant dans mes convictions que dans mes choix personnels. Et parce que c'est eux qui me l'ont transmis, parce qu'il y avait ce côté de fin imminente, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, qui donnait en fait toute la puissance à la transmission qu'ils m'ont faite. Du coup, ça a une valeur qui est inestimable pour moi. La société nous dit que la non-attention à l'autre est la norme, qu'il faut faire attention à soi-même, à s'épanouir personnellement, voire à être individualiste. Faire attention aux SDF dans la rue, aux gens seuls, aux malades, aux fragiles, c'est contraire à ce que nous voyons tous les jours. Et pourtant, ici, on veut faire attention à l'autre. On a fait le choix d'être à contre-courant de ce que nous montre le monde. Pourquoi, en effet? Parce qu'on vient chercher des réponses. On vient vivre dans ce métier des événements qui nous font nous épanouir, nous accomplir, devenir quelqu'un qu'on a envie d'être. J'ai découvert tant de choses pendant ces 10 années, mais j'ai surtout découvert que ce métier est un métier d'unification entre ce que je suis, ce que je veux, ce que je crois et ce que je veux devenir. Et plus on s'unifie, plus on laisse tomber la blouse pour aider non pas un malade, mais un être humain, et plus il est normal de l'aimer. Toutes les relations de soins ne sont pas difficiles. Certaines sont uniques et nous marqueront à vie. Si on vient travailler en soins palliatifs, c'est aussi pour l'aspect transmission, pour ses conseils sur la vie, ces propos qui n'ont aucun prix. Indirectement,
Ces patients me disent pourquoi moi je dois vivre, quel est le sens de cette vie, ce qui est important. Je suis attentif à eux aussi parce que ma sollicitude est nourrie par ce que je reçois. Et ce cercle vertueux nous fait grandir. Si on ne le fait pas pour recevoir, recevoir nous conforte dans ce que nous faisons et nous pousse à garder espoir quand nous rencontrons l'échec de la relation, le refus de soins. Nous nous raccrochons aux belles choses que nous avons vécues et reçues pour se donner la force de continuer. Le don n'est jamais entièrement gratuit, et c'est ça qui est beau dans notre métier. Plus on est attentif à l'autre, plus on entre dans une relation en vérité, d'égal à égal. Plus on aime ces rencontres, plus on aime notre métier, et j'ose le dire, plus on aime le patient. La question qui nous avait été posée, du coup, c'était le lien entre culture et soins, et qu'est-ce qui nous amène à quoi? Alors du coup, j'ai en micro-conclusion, que je pense que Claire partagera, dans nos histoires, c'est très manifeste que nos cultures, en tout cas, nous ont amenés aux soins, mais que c'est le soin en lui-même, en tout ce qu'il a de plus pratique, et aussi dans le partage qui y est vécu, qui a forgé notre culture d'aujourd'hui et la culture qu'on a envie d'avoir et d'incarner, en tout cas. Pour répondre brièvement à la question. Parce que cet exposé, je pense qu'il nous laisse sans voix. En tout cas, bon, je retracerai quelques mots plus tard, mais peut-être comme ça je vais prendre mon souffle en écoutant donc Christophe de Joux, pour qu'il nous essaie aussi de nous donner peut-être des axes pour essayer de rebondir ce que vous dites là, parce que rebondir tout de suite, c'est pas évident. Je vous laisse la parole. C'est loin d'être évident. C'est même d'abord parce que vous avez annoncé 5 hypothèses et puis du coup je les ai perdues en cours de route dans la numérotation. Et je suis un peu dans le désordre de mes notes. On avait l'attention comme compétence, l'attention comme engagement vers le monde, l'incarnation de l'attention par le geste, l'apprivoisement de la souffrance et lieu d'épanouissement. Bien. Voilà, je pense que avant d'entrer dans la matière même, il faut que je dise que je suis quand même assez impressionné par, voilà, par le raffinement de la réflexion que vous avez menée toutes les deux. C'est très compliqué de dire tout ce que vous avez dit. À mon avis, ça correspond quand même à une reprise synthétique de masse de choses sur lesquelles ou à propos desquelles on a insisté pas mal ce matin, à savoir que justement il y a un retard, si vous voulez, chronique, on pourrait dire, de la capacité que nous avons de rendre compte de nos habiletés ou de votre travail. Il y a un retard de la capacité donc, de théoriser au fond, et de mettre en mots tout ça, de formaliser cette expérience. Il y a un retard sur l'intelligence elle-même. Pour le dire autrement, parce que c'est dans cette forme-là qu'on dit en psychologie du travail, l'intelligence au travail est en avance sur sa symbolisation ou sur sa théorisation. Et là, vous avez fait un travail énorme déjà d'élaboration. Alors, je vais rester sur ce terme pour l'instant, mais d'élaboration de l'expérience. À vrai dire, il y a une énigme là-dedans, puisque c'est celle que vous avez réussi d'une certaine façon à surmonter, et que bien d'autres que vous ne parviennent pas à faire, c'est de passer du niveau de l'expérience à sa mise en forme. Et ce n'est pas seulement une élaboration, c'est un travail très particulier que, en psychanalyse, depuis Freud, on appelle perlaboration. C'est la perlaboration de l'expérience, c'est-à-dire de quelque chose qui est... Alors, il faut le dire aussi, je vais y revenir après à cette question de la perlaboration, mais c'est très lié au fait que cette intelligence est d'abord une intelligence du corps.
Et que donc c'est le corps qui palpe, c'est le corps qui recueille en quelque sorte un certain nombre d'informations, un certain nombre de données sur l'état du malade. C'est le corps qui sent la souffrance du malade. C'est avec son corps qu'on devine, et le mot est utilisé aussi par Freud, on devine la douleur du malade, puisque c'est invisible. On est constamment dans l'invisible dans ce que vous avez raconté, ou en tout cas la part visible est extrêmement faible au regard de toute la part cachée de ce en quoi consiste la clinique avec laquelle vous travaillez. Oui, ça doit être la température. Ça me gêne. Voilà, donc le corps est à l'épreuve sous une autre forme. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc je vais évidemment pas commenter tous les points, les 5 éléments que vous avez isolés, parce que ça prendrait trop de temps. Je vais en prendre quelques-uns qui me paraissent peut-être plus faciles à discuter pour moi, compte tenu de mon extériorité par rapport à votre expérience à vous. Je pense que tout le monde sera d'accord que l'attention, to care about, parce que c'est le souci de l'autre, l'attention à l'autre, n'a rien de naturel, ça s'apprend. Bon. C'est une première proposition, donc je vous donne mon accord là-dessus. Je suis d'accord, ça s'apprend. Complètement d'accord, et je pense que vous avez donné toute une série d'éléments pour comprendre comment on apprend ça. Donc, je ne vais pas trop insister sur cette dimension-là, même si c'est évidemment la partie qui est la plus facile pour moi à discuter. Comment on apprend ça? Voilà. Comment on acquiert ça? Nous avons tout un outillage théorique pour essayer de rendre compte de la façon dont on apprend ça. Mais je vais en dire juste un mot, si vous voulez. Cet apprentissage, vous avez quand même souligné que, à la période de l'apprentissage, mais en fait encore par la suite, il ne se joue pas que pendant le temps de travail. En dehors du travail, on pense aux malades. Vous avez donné plein d'exemples. J'ai mal fait aujourd'hui, demain je ferai... Vous êtes, en particulier dans les métiers du soin, mais peut-être plus encore dans le soin palliatif, en fait, vous êtes envahi par le temps de travail, bien au-delà du temps de travail, au-delà du temps de travail. Et cette habileté qu'est l'attention, parce qu'il faut la qualifier, c'est une habileté. Voilà. Ça fait un peu tomber, évidemment, le soufflet, parce que c'est peut-être plus noble que ça. C'est une habileté. Mais habileté, en fait, dans notre jargon à nous, c'est très noble. Cette habileté, on ne peut l'acquérir que si on accepte d'être envahi. C'est en tout cas ce que dit la psychodynamique du travail. Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit, donc c'est une manière aussi de vous réinterroger. Ces habiletés, on ne peut les acquérir, comme l'attention, qu'à condition d'accepter de se faire envahir jusque dans le temps hors travail, jusque dans l'espace privé. Allons plus loin, jusque dans les relations familiales, jusque dans les relations avec le conjoint, et si je poussais plus loin parce que j'ai l'esprit mal tourné, je vous montrerai comment c'est compliqué de faire du soin palliatif et d'avoir encore une vie sexuelle amoureuse, érotique. Ça va vous faire rigoler. Mais oui, c'est très difficile. C'est compliqué. Il y a une... Parce que, vous l'avez fort bien expliqué, le travail à certains moments fait naître aussi des sentiments de répugnance, de révulsion, de dégoût. On peut se sentir profondément atteint par une journée de travail et quand on rentre à la maison, évidemment, on rapporte ça dans la relation avec l'autre. Donc c'est inutile de nier que ça a une incidence sur les relations. Quand on est complètement pris dans la mort et complètement pris dans l'horreur, eh ben on n'est pas très disponible
pour la rencontre amoureuse. J'exagère. Bon. C'est un point de discussion. Non, si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Moi, voilà. Alors, moi, je ne parle pas du soin palliatif, mais je suis psychiatre, donc et encore aujourd'hui comme psychanalyste, où c'est quand même beaucoup plus facile, d'une certaine façon, en tout cas beaucoup moins éprouvant que ça ne l'est dans le soin palliatif. Quand j'étais psychiatre, les malades mentaux, je les emportais chez moi, et quand il y avait un problème avec un malade, j'emmerdais tout le monde chez moi. Voilà. Donc ça, c'est une expérience vécue. Peut-être que vous réussissez à surmonter ça. Mais enfin, chez la plupart, peut-être pas chez vous, chez la plupart, le rapport au travail, l'engagement subjectif, l'engagement affectif dans le travail a des incidences jusque dans l'espace privé, jusqu'à l'organisation de l'espace privé. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, en particulier que cette question ne se pose pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Oui, bon, alors je ne développe pas, enfin, ce n'est pas symétrique. C'est-à-dire que, en gros, quand monsieur a des problèmes à son travail et qu'il rentre dans un triste état, en général, madame se met à son service, care, to take care. En sens inverse, c'est un peu plus compliqué, en général. Avec un soignant. Voilà, mais c'est très juste remarque, peut-être très juste remarque. Et là, on pourrait dire, bon, non, je ne vais pas compliquer les choses, mais... Bon, si on poussait encore plus loin, mais là, vous n'en avez pas parlé, je pourrais vous montrer que chez beaucoup de gens, le rapport au travail, il va non seulement à l'intérieur de la vie érotique, ça vient se glisser sous les draps, mais en plus, ça vous envahit jusque dans vos rêves. On rêve des malades, on rêve des situations de travail. Oui ou non? Oui. Vous ne l'avez pas dit. Or, le temps du rêve est un temps très important dans la formation de ces habiletés, dont la fameuse attention. Il faut rêver de ça. Et si on avait le temps, je pourrais vous montrer que le rêve, il est un temps de travail de soi sur soi, et que ce qui est décisif dans ce travail de soi sur soi, c'est justement le rapport que le rêve est capable de modifier avec la façon d'habiter mon propre corps. Quand vous dites que la rencontre avec les patients vous transforme, oui, c'est vrai. Travailler, ça n'est pas seulement produire une activité de service, un soin, une technique, c'est aussi se transformer soi-même. Mais se transformer soi-même, ça passe en particulier, c'est ça qui est très subtil, non seulement par le rêve, mais par un changement du rapport qu'on a avec son propre corps et qui fait qu'on développe, on est capable de développer des registres de sensibilité qui n'étaient pas là avant le travail. Bon, ça se comprend. Je continue, c'est un point d'interrogation, mais c'est aussi pour dire que la fameuse endurance au travail de soins palliatifs, ce n'est pas un mot non situé, c'est pas seulement être capable de supporter la souffrance. C'est beaucoup plus que ça, c'est transformer cette souffrance, et pour transformer cette souffrance, il faut se transformer soi-même. C'est aussi un des relais par lequel va pouvoir arriver le dernier point que vous avez abordé, c'est-à-dire, ou l'avant-dernier, celui de l'épanouissement ou de ce qui... Bon, moi, on utilise en clinique un autre terme, c'est l'accomplissement de soi par ce travail. Cet accomplissement de soi, il n'est rien d'autre qu'une transformation de soi-même. C'est donc pas rien du tout. Et c'est donc l'endurance, c'est pas simplement quelque chose qui s'éprouve passivement. Ça devient, cette passivité, ce qui est d'abord passivement éprouvé, ça devient exigence de travail de soi sur soi. Voilà, exigence de travail imposée au psychisme du fait de ses relations avec le corps. On est en plein au centre de la théorie psychanalytique, mais je ne vais pas insister trop, parce que c'est très mal vu aujourd'hui la psychanalyse. Ce dont il faudrait aussi discuter un peu sur l'avenir du soin en soins palliatifs, c'est-à-dire quelle est la place justement des théories que l'on a du sujet, des
moi, et à chaque fois que vous prenez une responsabilité vis-à-vis d'un patient, c'est ce que j'ai compris de ce que vous disiez, vous avez le sentiment, ou la volonté du monde, de raccourci, qui passe d'une situation très actuelle, événementielle, d'un rapport et nunc avec un malade, de passer de ce niveau-là au niveau du monde, c'est un raccourci incroyable, mais je pense, si j'ai bien compris ce que vous en dites, je pense que c'est vrai. Et donc il faut essayer ça mérite une discussion, de comprendre comment, en quoi chacun de mes actes ou chacun de vos actes avec vos patients engage le monde. Vous avez dit, mais je vous trouve sur ce plan, peut-être un peu optimiste, peut-être un peu trop optimiste, j'en sais rien. C'est à vous d'en juger, mais vous avez aussi l'idée que vous engagez le monde, c'est-à-dire vous engagez la manière dont les êtres humains vivent les uns avec les autres, dont finalement les êtres humains, ailleurs que dans le soin palliatif, sont capables de mobiliser de l'attention à l'autre. Vous avez pris des exemples dans la rue, le clochard, l'alcoolique, le délinquant, etc. Comment se fait ce passage entre les deux? Et vous avez dit donc de façon assez optimiste que vous avez quand même cette idée que vous allez contribuer par la qualité du travail que vous faites à améliorer le monde. C'est remarquable, parce que tous les gens qui travaillent n'ont pas ce sentiment. C'est vrai qu'il y a un rendez-vous à travers les tâches les plus humbles, un rendez-vous avec la responsabilité que nous avons chacun par rapport au monde et au devenir du monde. Alors, il y a un concept psychanalytique, travail de culture. Alors, c'est un concept assez compliqué. Je ne vais pas dire que c'est trop long, ce sont des références. Mais pourquoi peut-on tenir la position que vous tenez sur le fait que dans chaque acte que vous faites, vous engagez le devenir du monde? Eh bien parce que si vous respectez les règles du métier du soin palliatif, si vous respectez, on va passer à un niveau, l'éthos du soin, si vous respectez peut-être même la déontologie, mais c'est moins la déontologie qui m'intéresse là que la déontique, c'est-à-dire la production de ces règles. À chaque fois que vous respectez ces règles, à chaque fois, vous les faites vivre. Mais il n'y a pas de neutralité. Si vous violez ces règles, vous contribuez à les faire disparaître. Et c'est très compliqué d'honorer les règles et de continuer à les faire vivre. Et par la réitération même de la règle, on contribue à la poursuite du développement du monde. Ah, c'est vous qui avez un problème de son ou c'est moi? Ah non, c'est nous. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Merci. Mais le chemin inverse est extrêmement facile. Vous commencez à accepter, en gros, de bâcler votre travail. Et là, c'est très rapide. Vous acceptez de bâcler votre travail et ça a des conséquences pas seulement sur le malade, pas seulement sur vous, mais sur les collègues. C'est inévitable, vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu rapidement. De temps en temps, on est exaspéré parce qu'il y en a un collègue qui ne fait pas bien le travail. Cette exaspération, elle mériterait qu'on s'y arrête dessus parce que, justement, ce n'est pas seulement la technicité de cet acte-là, c'est tout ce qu'il représente comme engagement vis-à-vis du monde qui se trouve là. Et si on ne le corrige pas, si on ne se bat pas contre cette façon de bâcler le travail et de violer la règle,
alors ça va très vite déraper, et c'est dans toute l'équipe, tout le monde va le faire très vite. C'est extrêmement facile de perdre les règles et de perdre cet engagement de responsabilité collectif qui va bien au-delà donc du travail lui-même dans sa matérialité, hic et nunc, et qui engage le devenir du monde. Et c'est vrai que vous avez introduit encore un autre chaînon intermédiaire, à mon avis vous avez raison en plus, c'est l'institution et le politique. Alors là, ça va fâcher. Alors je ne veux pas... Parce que j'ai une sale habitude d'être un peu provocateur, mais voilà, en fait, aujourd'hui, dans la situation présente, quand même, dans l'ensemble du monde des institutions de soins, toute la question du Kulturarbeit, c'est précisément quand entre le travail individuel, le travail d'une équipe, honorer, en somme, les règles de travail et l'éthique du travail de soins, se heurte à l'institution. L'institution ne relaye pas aujourd'hui. Je suis désolé. Dans l'ensemble, l'institution médicale ne relaye plus. Elle est contre. Donc, je ne vais pas vous donner les arguments, mais je pense que vous avez quand même une certaine connaissance de la crise du monde hospitalier actuel. Elle ne tombe pas du ciel, la crise elle est aussi le fait que nous avons en face de nous, vous avez en face de vous des adversaires. Et dire il y a l'institution et il y a le politique, c'est quand même prendre aussi la mesure de l'adversité politique aujourd'hui pour faire bien les soins. Et les institutions, comment le tiennent-elles? Alors Jeanne Garnier, justement, là c'est un cas très particulier. C'est une institution, dans quelle mesure elle est capable ou pas capable de tenir, de soutenir l'effort de chacun des soignants pour le relayer institutionnellement, c'est-à-dire protéger ce travail de l'agression qui vient, en gros, de la gestion néolibérale. Le New Public Management, vous avez entendu parler, ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous faites. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous faites. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais par exemple aujourd'hui, enfin cette semaine, l'Agence régionale de santé, l'ARS d'Aquitaine, a déclaré l'interdiction d'utiliser la psychanalyse dans toutes les institutions de soins de la région Aquitaine. C'est une interdiction. Interdiction. Or, vous voyez, ils ne sont pas de notre côté. Ils sont pas de notre côté. Et donc, la question du chaînon intermédiaire de l'institution, c'est une chose qui n'a pas été abordée aujourd'hui, ou très peu, à mon avis insuffisamment. En face de nous, l'exercice, on pourrait dire, non seulement rationnel, mais déontologique du soin, c'est compliqué, c'est très compliqué, et en fait c'est une bataille. Et c'est ça qui noircit un peu le tableau, et qui fait que, bon, vous avez beaucoup de mérite ici d'arriver à tenir ça. Voilà. Pour vous donner un exemple, un autre exemple qui n'est pas la psychanalyse, parce que la psychanalyse, pour la plupart d'entre vous, probablement, c'est votre dernier souci, mais la psychanalyse, c'est aussi une certaine manière de considérer l'autre, et donc une autre manière de parler de l'attention à l'autre, l'attention à soi, avec d'autres dimensions qui n'ont pas du tout été abordées ici, un peu plus, mais enfin que j'ai déjà un peu, vous avez titillé avec la vie érotique et la vie amoureuse, mais bon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour en remettre un peu de sexualité dans l'histoire. Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, c'est un autre exemple. Il y a quelqu'un de bien intentionné, c'est avec des guillemets, qui pendant la période du Covid a décidé d'inventer des consultations de soins palliatifs et de consultations de soins ambulatoires par Internet. Je n'ai pas inventé, ça existe.
Et évidemment, les pouvoirs publics et l'ARS trouvent ça très intéressant, le soin palliatif par télémédecine. On est rendu à une situation très compliquée, c'est-à-dire que bien sûr, qui a inventé ça? Ce n'est pas un gestionnaire, c'est un médecin. Donc il y a des médecins qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas du tout d'accord avec votre façon de travailler. Sinon, ils n'inventeraient pas, ne proposeraient pas de faire de la télémédecine. Parce que le centre de ce que vous avez dit, quand même, du point de vue du travail, c'est encore je crois que c'est le centre. Peut-être que ce n'est pas votre idée, mais il me semble que c'est très important. En tout cas, très important, c'est ce passage par le geste dont vous avez magnifiquement parlé, et donc aussi de ce temps de l'incarnation du soin. Il n'y a pas de soin sans incarnation. Je suis radical là-dessus. Vous l'êtes tout à fait dans votre position du soin palliatif, mais je le généralise à l'ensemble de toutes les professions de soins. Il n'y a pas de soin sans incarnation, c'est-à-dire sans engagement du corps. Le soin, jusqu'à preuve du contraire, le soin, c'est un corps à corps. Vous ne pouvez pas soigner un enfant si vous ne le prenez pas dans vos bras, si vous ne le tripotez pas, si vous ne le nettoyez pas, si vous ne le lavez pas. C'est comme ça, c'est un corps à corps. Ah oui. J'ai un micro, moi. Merci. Moi aussi. C'est juste qu'en fait, on a parlé un peu de ça avec Claire. Tu vois où je veux en venir? Non. Quand on s'est vu pour la première fois pour préparer, Claire, elle exerce en équipe mobile. Et moi, je lui disais, une de mes questions de potentiellement exercer en équipe mobile, c'est justement qu'en fait, l'exercice de l'équipe mobile, c'est pas celui de l'aide à la toilette, c'est pas celui de refaire le pansement. Et je lui dis, moi, j'ai peur de perdre ça parce que j'ai l'impression de perdre le soin. Mais Claire m'a dit, mais non, parce qu'en fait, elle, c'est pas parce qu'elle fait pas la toilette, c'est pas parce qu'elle fait pas les pansements. En fait, tu as très peu ce rapport corps à corps quand tu vois un patient, si j'ai bien compris. Non, je me trompe peut-être, mais et pourtant, elle prodigue quand même un soin. Je suis dans la chambre, je suis face au patient, je lui tiens la main quand il y a besoin. Il n'y a pas le même rapport au corps, mais il reste le rapport au corps. Et on n'est pas dans une interaction à distance, on n'est pas dans un soin. C'est juste que j'ai pas les mêmes outils techniques que celui du soin au quotidien dans une hospitalisation. Mais je pense que je suis d'accord avec vous, j'ai toujours ce corps à corps. Pardon. Voilà, il peut se décliner. Non, c'est un point très important, si vous voulez. Moi, je crois que c'est un point très important. Il y a évidemment différentes techniques dans le soin, y compris dans le soin palliatif. Mais toute technique est une technique du corps. Ceci a été montré il y a déjà pas mal de temps par un anthropologue, c'est Marcel Mauss, dans un fameux article qui s'appelle « Les techniques du corps ». Eh bien, vous ne pouvez pas agir sur le monde, vous ne pouvez pas intervenir sur le monde, cette fois-ci non pas au sens simple, enfin au sens simple, au sens compliqué du monde, c'est-à-dire le monde ouvert à la pluralité des hommes, pour parler de façon plus philosophique, mais même le monde matériel. Vous ne pouvez pas travailler avec une forêt, c'est déjà compliqué, vous ne pouvez pas travailler avec un cheval, et vous ne pouvez pas travailler non plus avec le bois pour faire une table, sans qu'il y ait un engagement du corps. Toute technique est une technique du corps. Et même les choses les plus raffinées, comme la psychanalyse, où il y a justement une règle qui est l'interdit de toucher, c'est encore une technique du corps. Voilà, c'est pour vous dire pourquoi. Parce que quand vous avez un patient qui entre dans le bureau et qui éventuellement s'allonge sur le divan, il arrive les mêmes choses qu'avec vous, c'est-à-dire qu'un jour il pue. Ils sont mauvais. Voilà. Alors, ça fait drôle, et ça va durer 3/4 d'heure d'odeur nauséabonde. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent avec le corps du patient, même s'il est allongé sur le divan. Ce n'est pas que sa parole, c'est la manière dont il dit. Tout à coup, il ne peut plus parler. La vocalisation se bloque. Là, vous comprenez? Donc, le corps le dit d'une telle manière que je suis saisi par la façon dont c'est prononcé. Donc, en fait, on est tout le temps avec le corps. Et avec quoi je sens la parole? Avec mon corps à moi.
Je ne le sens pas avec une lecture automatique, il faut une lecture purement intellectuelle. Non, il faut l'éprouver. Tout à coup, je suis ému par ce qu'il me dit. J'éprouve dans mon corps quelque chose qui m'avertit qu'il est en ce moment en train de s'angoisser. C'est avec mon corps que je palpe l'angoisse des patients, mais je ne les touche pas. Pourtant, c'est encore le corps. D'accord ? Donc même dans les différentes pratiques du soin, je pense que le corps est là et que pour la médecine, comme pour les soins palliatifs et comme pour toutes les qualités de travail d'ailleurs, le passage au travail à distance implique une dégradation du travail. Vous voulez être enseignant ? Faites de l'enseignement par distance, à la distance. Vous allez voir ce que ça donne. Ça ne marche pas du tout. Hein. Comment voulez-vous faire un enseignement à distance avec des enfants dans une classe quand vous êtes institutrice ? Et comment vous voulez tenir un amphi d'étudiants si vous n'êtes pas dans le corps à corps avec l'amphithéâtre ? Ça ne marche pas, cette histoire. Donc, vous ferez quelque chose, ce sera dégradé. C'est tout. Voilà. Et en gros, on va vers la dégradation puisque le Covid ou la Covid, des périodes d'expérimentation de ce télétravail et les options de nos gouvernements, et pas seulement en France, c'est effectivement de généraliser le télétravail, quitte à ce que le travail se dégrade. Là n'est pas le problème. Pour eux, ce n'est pas le problème, ça pourra se dégrader. Eh bien, vous aurez l'enseignement qu'on vous donnera tel qu'il est, puis si vous n'en voulez pas, vous n'en aurez pas. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir des soins dégradés, vous les prendrez, et si vous n'en voulez pas, vous n'en aurez pas du tout. Donc, vous accepterez les soins dégradés. Et puis, il en va comme ça pour tout. Tout sera un peu dégradé, de plus en plus. C'est pour ça que c'est compliqué, ces histoires. Et je crois que vous avez une manière, en tout cas, de tenir cette question de l'engagement du corps qui est très, encore une fois, très raffinée. C'est-à-dire vous avez quand même bien saisi ce dont il est question là-dedans. Et c'est-à-dire que l'examen clinique, je vais revenir un peu juste sur un point, parce qu'il a été évoqué ce matin, mais à mon avis, peut-être pas tout à fait encore suffisamment. Un examen clinique, c'est pas seulement une technique qu'il faudrait séparer de la relation qu'on a avec le malade qu'on examine. Il y aurait le relationnel et le technique. Ça, c'est une vision qui nous est donnée par les sciences de l'ingénieur, mais c'est faux. Quand on examine quelqu'un qui est mourant, dont on sait qu'il est douloureux, dont on sait qu'il est angoissé, on ne l'examine pas de la même façon que si j'examine un jeune homme qui est arrivé aux urgences. C'est pas la même chose. Et donc, je pourrais donner des exemples dans le soin palliatif où l'examen clinique, c'est presque de l'ordre de la caresse. Ah, c'est un examen clinique. Mais c'est un examen clinique qui est entièrement habité par l'intersubjectivité, la relation à l'autre, telle que, en même temps que je le palpe pour tirer des informations, je respecte son corps, je lui dis ma présence, de telle sorte qu'après l'examen clinique, le malade, il a plus mal. J'ai rien fait d'autre que l'examen. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'examen clinique ? Justement, je n'ai pas fait que de la technique au sens trivial du terme, au sens des sciences de l'ingénieur, mais bien au sens de Marcel Mauss. C'est un engagement du corps qui est une habileté. Et voilà. J'aurais... Combien... On a encore un peu de temps ou pas ? Vous êtes très généreux. Alors donc... Non. On peut prolonger un tout petit peu parce qu'on a pris quand même pratiquement 15 minutes de pause pour se rafraîchir, donc pour quand même donner du temps aux questions, aux réactions. Donc on donne encore à M. Dejoux 5 minutes. Bon, alors écoutez, je vais énoncer les choses et puis je ne vais pas le... Ce que vous avez dit sur le respect du corps après la mort m'a beaucoup impressionné. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que vous parliez de ça. Voilà, donc je le cite simplement. Ce que vous dites là, ça a à faire avec le Kulturarbeit directement, c'est-à-dire le respect du corps jusqu'après la mort. Et donc quelque chose qui a à faire avec ce qui était peut-être une évidence il y a encore 50 ans, c'est la sacralité du corps. Cette sacralité du corps est vraiment très malmenée par les temps qui courent.
de telle sorte que dans les services de réanimation étudiés par Florence Chicroun et Isabelle Gernet, que vous avez entendu ici ce matin, on découvre que dans les services de réa, il y a aussi des moments où le corps, c'est surtout des organes qu'on va pouvoir greffer. Et comme on décide d'arrêter la réanimation pour prélever, parce que ça va rapporter des belles évaluations au service. Voilà où on en est aujourd'hui. La sacralité du corps dont vous parlez, et que vous honorez, la façon dont vous en avez très bien parlé, voilà, c'est pour moi un point très important, et c'est parce que vous êtes probablement les seuls aujourd'hui à pouvoir dire des choses comme ça. Sauf que ça apparaît presque comme exotique dans le monde de l'institution hospitalière d'aujourd'hui. Mon deuxième point que je vais énoncer, c'est qu'évidemment, voilà, tout ce que vous avez dit là et toute la façon dont vous l'avez présenté, à partir de la culture qui vous a été transmise par vos familles respectives, ça n'est pas une suite directe. Alors vous l'avez dit, on ne naît pas infirmière, on le devient, très jolie formule, mais non, je pense que c'est une lutte permanente, non seulement avec le réel, avec l'échec, vous l'avez très bien dit, c'est encore un point sur lequel j'aurais vraiment voulu parler un peu, c'est le rapport à la non-maîtrise. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça marche, ça ne marche pas, et il faut travailler avec cette incertitude et avec cette non-maîtrise des choses. C'est voilà, c'est tout l'inverse de cette volonté de maîtrise qui est exaltée par les sciences de l'ingénieur et je dirais aussi par la médecine d'aujourd'hui. N'apprends pas que la médecine, c'est aussi échouer. Et c'est aussi ne pas pouvoir prévoir. Parce qu'un être humain, ce n'est pas une chose. C'est un être humain, et comme le dit Aristote, dans le monde sublunaire, les êtres humains produisent des choses qui n'étaient pas prédictibles. Et travailler avec l'imprédictible, c'est ça l'art du soin, fondamentalement. Vous en avez, à mon avis, fort bien parlé. Mais ça demanderait vraiment des grands développements. Parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne souhaite pas la maîtrise. On la souhaite, mais c'est une lutte entre la maîtrise et le fait d'accepter qu'on ne maîtrise pas et faire la place à l'inattendu. Voilà. Tout ce combat que vous faites avec vous-même, sur lequel vous avez également parlé de façon éloquente, en fait, il faudrait, si on avait le temps, le reprendre en termes de sublimation. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça ajouterait de le prendre en termes de sublimation ? Ce n'est pas seulement pour traduire ce que vous dites dans le langage de la psychanalyse. C'est parce que la sublimation, elle permet d'introduire des dimensions que vous avez un peu évoquées quand même. Je dois vous rendre justice. Le soin, ça n'est pas que l'amour. Il y a des moments inverses. L'aversion, le mouvement de révulsion à l'égard du malade, à l'égard de son corps, à l'égard de ses odeurs, à l'égard de la maladie, à l'égard de la difformité, de l'invalidité. Et puis très vite, tous ces sentiments d'aversion, de dégoût, ils peuvent devenir de la haine. Et ça va assez vite. C'est-à-dire que si vous ne maintenez pas toute cette bataille avec vous-même, la haine, elle va arriver. Et on le sait très bien, parce qu'il y a plein de centres d'EHPAD dans lesquels, faute de personnel, par manque de moyens, par restriction, les gens ne peuvent plus faire le travail de soins. En réalité, ils ne peuvent plus. Et donc, vous ne pouvez plus faire une toilette à un malade, parce que ça prend trop de temps. Donc, on prend tous les vieux, on les aligne sur un mur, et on les prend au jet. J'ai vu, je sais de quoi je parle. Alors ça, après, évidemment, les gens qui font ça, ils n'ont pas vraiment le respect ni l'attention dont vous avez parlé. Et très vite, ça se retourne, parce que c'est très pénible aussi de faire le mal, et non pas le bien ou le juste dont il était question ce matin. Et à ce moment-là, les gens se défendent avec ça, et ils deviennent méprisants à l'égard des vieux, méprisants à l'égard des démons, méprisants à l'égard des familles, et ça se retourne. Donc, premier point, que la sublimation va poser ce problème, c'est-à-dire comment on arrive à surmonter la haine ou la potentielle de haine que peut susciter le soin, et de ne pas faire l'impasse là-dessus. Deuxième point, c'est que ces mouvements d'aversion, de dégoût, etc., ils ont aussi affaire à... Ce sont des affects qui sont sexuels. Alors,
Ouais, parce que vous pensez que le sexuel, c'est seulement du côté de l'amour et du désir et de l'attirance, mais l'envie de taper, l'envie de cogner, l'envie de cracher, c'est aussi sexuel. Les petits-enfants, ils ne se gênent pas, eux. Et ça se voit très bien dans la sexualité infantile. Et alors, au fond, tout ce qu'on est en train de dire, c'est comment transformer tout ça. Et ça, c'est une lutte, évidemment, avec le réel, mais c'est aussi une lutte avec soi-même. Et c'est ça que permettrait de discuter la notion ou la convocation, la notion de sublimation. Alors, est-ce que la culture de soin, est-ce que c'est le soin qui irrigue la culture ou est-ce que c'est la culture qui irrigue le soin? Donc, vous avez donné une réponse. Voilà. Je pense qu'on peut la prendre telle que vous l'avez donnée. Mais je pense que, franchement, c'est plutôt la culture qui irrigue la qualité du soin. Voilà. Si j'avais le temps, je vous parlerais de ce que la sensibilité, l'attention, la sensibilité à l'autre, les registres de sensibilité que vous développez n'ont rien, jamais de naturel, et que pour les développer, il faut être très cultivé, il faut apprendre, il faut travailler. Voilà. C'est conceptuel, c'est contre-intuitif par rapport au romantisme qui irrigue encore notre monde. Non, c'est avec des concepts qu'on sent les choses. Voilà, ce serait un peu long à vous développer, mais ce courant-là, c'est-à-dire de la culture vers le soin est de plus en plus subtil au fur et à mesure que vous êtes plus cultivé. Plus vous connaissez de choses, plus vous allez les chercher chez les patients. Et plus vous êtes étonné quelquefois de le trouver, mais étonné aussi quelquefois de ne pas le trouver. Donc l'étonnement lui-même, qui est une surprise affective, vient de la richesse des concepts que vous mobilisez pour aller chercher. Si vous ne connaissez rien aux soins palliatifs, vous n'aurez pas la sensibilité à ces patients. C'est pas vrai. Tout ça, c'est très, très, très travaillé par la culture. Le chemin inverse est moins simple. Passer du soin à la culture, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'obstacles, les institutions, le politique. Et pour que tout ça remonte, c'était le débat qu'il y avait juste avant, sur lequel il y a eu des choses fort intéressantes dites par M. Taillade, Monique de Carangal et Grégory Higuet, en prenant appui sur Dioui. Moi, je pense que, évidemment, je suis très sensible à cette référence aussi. Pour que tout ça puisse irriguer la culture, je suis désolé, il faut une démocratie. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de faire remonter vers le haut ce qui est nourri, ce qui est produit à partir du plus bas, à partir du travailler, à partir du travail vivant. Et aujourd'hui, pour faire remonter le travail vivant dans la culture, les conditions, à mon avis, ne sont pas très très bonnes. Voilà. Mais alors, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Dejoux. Comme je disais après l'intervention de Claire et de Lorraine, que c'est un peu compliqué, je pense que c'est compliqué davantage, mais je peux reprendre quelques mots rapidement pour vous laisser réagir et poser des questions. Je prends les mots sur lesquels vous terminez en disant « la richesse et le monde ». Et je pense que ces mots-là, richesse et monde, c'est aussi une interrogation, je pense que vos exposés, en tout cas, ont un peu défini en disant comment être, je prends un peu vos mots, comment être dans le monde, comment s'engager dans le monde et comment transformer ce monde sans être du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que à travers ce que vous avez, en tout cas vous nous avez partagé, vous disiez que le choix d'être infirmier, ça vient de l'imaginaire social et de l'histoire personnelle. Et donc, cet imaginaire social, on sait que justement, il y a des contraintes que M. Dejoux vient de montrer, et comment justement résister à ces contraintes aussi, parce que l'imaginaire social, c'est aussi ce que ça véhicule comme contrainte, et comment arriver à résister pour rester dans l'idéal qui fait que vous avez fait ce choix. Et on a esquissé un peu des habiletés, et qu'il y a des apprentissages, en tout cas des processus d'apprendre ces habiletés. Et pour tout cela, pour arriver à passer en tout cas de la théorie à l'action,
Et c'est là où je rejoins justement le fait que tout travail, en tout cas, c'est aussi le travail du corps. Et là-dedans, je pense qu'on a parlé un peu de cette utilisation des sens. Je pense que c'est là où M. Dejou a évoqué un peu l'histoire de télémédecine, justement. Et j'ajouterais que le rôle des soignants, c'est aussi, ou des penseurs, c'est aussi d'éviter d'utiliser des termes, parce que justement, il y a des modalités de soins avec S. Est-ce que tout est soin? Ça, c'est une autre question que je laisse en débat. Et donc, c'est de dire justement, avec tout ce que vous avez fait aujourd'hui, de donner un peu la profondeur, mais aussi la forme en tout cas de ce qui est cette relation du soin et comment on peut rester intelligent et disponible malgré ces contraintes-là, ces situations de haine, de tension, et que malgré tout, en tout cas, on essaye de garder cet autre en essayant de sacraliser, entre guillemets, ce corps qu'on voit qui devrait nous renvoyer ce que vous avez bien décrit, mais ne restez pas à ce que justement nous observons ou ce que nous sentons, à aller au-delà de ça. Et je pense que vous nous avez fait le témoignage et comment vous y arrivez. Et après, peut-être, je peux laisser la parole à la salle pour continuer le débat et poser des questions. Merci. Dans la salle, une réflexion? Donc Isabelle, je suis aide-soignante à la maison médicale depuis quelques années. J'ai trouvé, parce que ce matin, après notre intervention, Isabelle Jarnet a parlé de l'engagement du corps dans les soins, et je pense que ça ne me parlait pas, et je l'ai mieux compris en fait en vous écoutant. Enfin, je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas perçu, dont je n'avais pas pris conscience, et que voilà, c'est une des choses que je découvre un peu plus ce que ça voulait dire et à quoi ça peut correspondre. Voilà, c'est juste. Il a réagi, je pense que c'était une question. C'est une réaction. 2 secondes. Moi, je suis donc toujours Isabelle, infirmière à la maison Jeanne Garnier, mais je suis là depuis pas très longtemps, mais ça fait 30 ans que je suis infirmière. Et il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un peu dérangée dans ce que j'ai entendu. Parce qu'effectivement, le métier d'infirmière, on le pratique et c'est sûr que c'est vraiment un apprentissage. Par contre, c'est une profession. Donc, on n'a pas signé pour une vocation, c'est une profession et ça doit le rester. Donc, le fait de s'engager dans ce métier, et voilà, je veux dire, moi, je réalise un rêve. Il y a 25 ans, venant travailler ici. Il y a 25 ans, je faisais du soin pâle. Un jour, je me dis, je viendrai à Jeanne Garnier, j'y suis. Mais je reste quand même professionnelle et bien sûr que je mets tous les engagements, sauf que je me préserve et ça, c'est quand même super important. C'est-à-dire que quand je pars d'ici, je respire en sortant, je me dis c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire et vraiment, j'essaye vraiment dans la mesure de possible de ne pas emmener parce que sinon, en 30 ans de métier, je ne serais plus infirmière. Si je n'avais pas su faire ça, je ne le serais plus. Et donc, faut vraiment, c'est une profession, ce n'est pas une vocation. On est professionnel et voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. Voilà, c'est tout. Jeanne Garnier. Et je voulais juste vous interroger sur quelque chose que j'ai déjà entendu et du coup avoir votre opinion sur ça. Est-ce qu'il y aurait une durée de vie d'un soignant en soins palliatifs? Est-ce qu'on peut exercer toute sa vie en soins palliatifs ou est-ce que vraisemblablement, au bout de quelques temps, on a besoin d'autre chose pour se ressourcer? Moi, ça fait 4 ans que j'exerce ici, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, au regard de soignantes qui sont là depuis bien plus longtemps. À l'heure actuelle, là où j'en suis moi, c'est que j'ai pas envie de faire autre chose. Donc je dis pas que
peut-être ce sera le cas dans ma vie future, je ne peux pas m'engager aujourd'hui, mais on n'arrive pas en soins palliatifs par hasard, on n'y reste pas non plus comme ça, quoi. C'est parce qu'il y a quand même, on a parlé un peu de l'accomplissement, de ce sentiment-là. Moi, j'ai aujourd'hui l'impression que ce que je trouve ici, pour moi-même en tout cas, remplit tous les critères d'épanouissement que j'ai pu me fixer. Donc j'ai tendance à dire que oui, peut-être que l'avenir me fera mentir. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu plus sombre. Je pense que l'équilibre de vivre la souffrance et l'épanouissement, tout ça, ne nous empêche pas de travailler en soins palliatifs. Vraiment, tous les jours, on découvre, on apprend, et du coup, cette création, cette identité qui se renouvelle tous les jours, c'est pas ça qui nous fera partir. Je pense que ce qui peut nous faire partir du soin palliatif, c'est le sujet d'avant. Je pense que, et c'est les limites, pour le coup, c'est les conditions de travail, c'est est-ce qu'on est écouté, est-ce que notre institution respecte justement notre volonté de faire du care. Et je pense que c'est ça qui peut nous épuiser en soins palliatifs, là où en effet, comme tu dis, c'est un travail, et du coup on met toute notre énergie, mais ça reste une partie de notre vie. Et si les conditions d'exercice ne nous permettent pas de le faire à la manière qui correspond à ce qu'on cherche, dans ce cas-là, en effet, on ne peut pas tenir de la durée. Et du coup, je pense en effet que c'est une grosse question de est-ce qu'on peut être à contre-courant toute sa vie de ce que montre l'hôpital, la société. C'est ça, je pense, qui... Je voudrais juste ajouter à vos réponses, disons, l'apport de l'expérience aujourd'hui de ce qui se passe dans les institutions hospitalières, pas seulement les institutions hospitalières, mais plus largement dans la fonction publique. Si vous voulez, la possibilité de l'accomplissement de soi par le travail de soins palliatifs, ça dépend d'abord de cette lutte on lutte avec le réel, on lutte avec la maladie, on lutte avec la mort, on lutte avec la souffrance, etc., le réel, mais on lutte aussi avec soi-même pour surmonter toutes les souffrances que ça implique de se confronter à ça. Et c'est vrai que dans ce registre-là, le premier registre de la sublimation, c'est celui de l'engagement du corps. L'intelligence au travail, c'est d'abord une intelligence du corps. C'est pas du tout classique, puisqu'on nous a appris depuis 100 ans que l'intelligence, c'est la cognition, c'est séparé. Non, c'est le corps. Et quand je dis le corps, je ne dis pas le cerveau. Moi, je ne suis pas un neuro. Je suis en désaccord total avec les thèses neurobiologiques actuelles. Mais je serais plus proche de Merleau-Ponty, par exemple, ou même de Biran, c'est-à-dire de gens qui pensent que c'est tout mon corps qui palpe l'angoisse du malade. C'est pas avec mon cerveau, il faut que je l'éprouve avec mon corps tout entier. Et donc c'est le corps qui palpe le monde, et voilà, je pourrais vous faire la même démonstration pour un travail de menuisier, ou pour savoir comment on dirige une centrale nucléaire, il faut la sentir avec son corps, sinon vous ne pouvez pas la sentir. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est le premier registre de la sublimation. Mais le deuxième registre, c'est celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire que c'est donc d'abord, si vous voulez, quand je dis que c'est l'intelligence du corps, c'est d'abord un rapport de soi à soi, un rapport intrasubjectif qui est en cause dans la sublimation, et le plaisir, l'accomplissement. Et ça ne suffit pas. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur le fait qu'il faut que votre travail, vous ayez le sentiment que ça sert à quelque chose, ça sert au monde, ça apporte quelque chose à la cité, à la société, à la manière de vivre ensemble, à la manière de penser les liens que nous avons ensemble dans la cité. Et là, c'est la question de la reconnaissance du travail. Nous avons besoin de la reconnaissance, pas comme ça, vous êtes gentil, vous êtes intelligent, non. On a besoin de la reconnaissance de la qualité du travail et de l'effort que demande cette qualité. Et ça, c'est des conditions qui ne dépendent pas que de moi. Donc la sublimation n'est pas seulement un processus
solipsiste individuel, ça engage, on ne peut pas faire autrement, on a besoin du retour de l'autre, des autres. Et donc ça dépend beaucoup de la qualité du collectif de travail, de l'équipe de travail, donc des conditions de possibilité de la reconnaissance qui passent toujours par l'espace de délibération, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. C'est dans la délibération sur le comment on fait, pourquoi on fait comme ça, qu'en fait se jouent les rapports de reconnaissance entre les collègues. Eh bien, aujourd'hui, dans l'institution hospitalière, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les conditions du collectif ont été brisées par l'évaluation individualisée des performances, par toutes les choses que vous connaissez, les différents dispositifs gestionnaires qui ont été introduits avec le tournant de ce qu'on appelle le tournant gestionnaire ou qu'on appelle la gouvernance par le nombre. Eh bien, les soignants tombent comme des mouches. Il y a un nombre de suicides chez les médecins actuellement qui est impressionnant. Chez les infirmiers, dans les services de réanimation, c'est impressionnant. Je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne les connais pas sur cette année, mais il y a des années où j'ai travaillé là-dessus, c'était plus de 70 médecins réanimateurs qui se sont suicidés, jusque sur les lieux de leur travail. Il y a des cardiologues, il y a même des professeurs à la faculté de médecine, là, il y en a eu plusieurs, qui à Paris se sont jetés. Alors comment on en arrive là, à des suicides sur les lieux du travail ? Eh bien, c'est parce que les conditions ne sont plus réunies. Et quand vous avez engagé toute votre vie, moi je veux bien, je pense que, non, vous êtes encore là, je veux bien que la profession d'infirmière, ce soit une profession et pas une vocation. Ça peut être les deux. Non, ça peut être les deux. Non, mais attendez, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à des métiers, c'est pas par vocation. Voilà, moi je suis arrivé dans mes métiers, moi c'est pas des vocations. Moi j'avais une vocation pour autre chose et je l'ai raté parce que c'est pas à la hauteur. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Bon, mais pour faire bien ce que je fais, même si c'est un deuxième choix, ça suppose une implication, un engagement de soi qui ne vient pas d'une vocation, mais qui quand même est très proche de ce qui justement caractérise les vocations. D'accord ? Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et eh bien, parce que tous ces gens, tous ces médecins, tous ces infirmières se sont engagés comme ça, c'est eux qui risquent. Aujourd'hui, les gens qui risquent la pathologie mentale au travail, jusque y compris le suicide au travail, c'est ceux qui sont engagés. Ce n'est pas les bras cassés, ce n'est pas les gens qui foutent rien. C'est plus vous êtes engagés dans votre travail, vous engagez votre vie dans le travail. Et si tout à coup on vous trahit et qu'on vous empêche de faire le métier comme il faut le faire, c'est la ruine d'une vie. C'est comme ça que... Et puis en plus, on vous oblige à faire des choses que moralement vous réprouvez. Donc si vous voulez, pour un certain nombre d'entre nous, faire la médecine comme on nous oblige à la faire, c'est inacceptable. C'est la ruine. Si vous saviez le nombre de psychiatres, et de pédopsychiatres en particulier, que je reçois à mon cabinet, et qui sont dans des états pitoyables, parce qu'on leur interdit de faire la psychiatrie. En réalité, on les oblige à faire la psychiatrie comportementaliste démente avec des enfants. Et bien les gens, ils ont 20 ans, 30 ans de métier, ils ont monté un service, ils se sont occupés d'un secteur, d'une population, et d'un seul coup c'est fini, il y a un nouveau directeur qui est nommé, en général jeune et diplômé des écoles de gestion, et là, ça ne va pas par quatre chemins, c'est je vous interdis, et les gens, toute leur vie est brisée. C'est ça le risque. Il est chez ceux d'entre nous qui nous engageons dans le travail et qui faisons la qualité dont vous avez parlé. Mais il y a des risques. Voilà. C'est-à-dire que je comprends que est-ce qu'on peut avoir donné une réponse, est-ce qu'on peut faire ça toute sa vie ou pas? Ça dépend beaucoup, à mon avis. Donc moi, je vous donne ma réponse, du vieux qui en a vu beaucoup, depuis 40 ou 50 ans. Depuis 50 ans. Ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend beaucoup du collectif de travail, de l'équipe et de la façon dont l'institution, c'est-à-dire relaye et protège ce travail ou ne le protège pas. Mais si on ne vous protège plus et si on casse votre travail, vous verrez que là, c'est impossible de tenir. Bon, merci pour cette réaction. Est-ce que Nicolas, il y a une réaction à... Non. Ok, donc en fait, je donnerai la parole à Nicolas pour conclure. Pour que je conclue. Bon, Nicolas me donne le soin de conclure. Mais ce qu'on retient en tout cas de cette journée, surtout avec ces derniers échanges, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs niveaux de penser aussi ce qui est du soin. Parce que là, dans les derniers échanges avec la profession et vocation, on voit justement qu'on réfléchit l'infirmier sans infirmier comme une profession ou comme une pratique
qui se pratiquent dans cette profession, on peut être aussi des registres différents. Donc là aussi, en tout cas, ce que je peux aussi voir de cette journée, c'est les différents niveaux de réflexion. Quand on réfléchit au niveau individuel, organisationnel, institutionnel et politique, et comment on arrive à faire les interconnexions avec ces niveaux-là, parce que si l'un oublie l'autre, c'est justement, on risque d'aller au chaos. Mais je pense que c'est dans ce travail-là collectif, encore une fois, avec les valeurs communes qu'on construit, encore une fois, c'est quelque chose qui a été soulevé, qui est, à mon avis, en tout cas, de cette journée, qui est très important, qu'on va essayer de continuer cette réflexion. Et vous voyez qu'il y a des programmes de travail qui émergent, ne fût-ce que dans cette journée-là, et d'essayer de faire les liens avec les journées qu'on a fait l'année dernière et l'année avant, le temps, la délibération, ce qu'on fera l'année prochaine, et comment on arrive tout ça à les transposer dans notre travail quotidien. C'est pour ça que je tiens à remercier tous les soignants qui nous ont partagé, en tout cas, du vécu déjà qu'ils ont essayé de mettre à mots. C'est un travail inconsidérable que je pense que nous devons saluer tous et qui ne devrait pas vraiment arrêter là, et que chacun devrait aussi s'engager dans ce travail d'essayer de mettre, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qu'il fait, en tout cas, et de cette transformation qui se fait au cours du temps, parce que je pense que c'est important aussi de s'en rendre compte, parce que quand M. Dojou dit comment on en arrive là, il faut aussi essayer en tout cas d'y réfléchir, et surtout de cultiver ce collectif, parce que sans collectif, je pense qu'il n'y a pas d'individu. Encore une fois, on vient à la notion de l'être humain et de la vulnérabilité de chacun. Donc, mais là-dessus, je pense qu'ensemble, en collectif, on est fort et on arrive à s'entraider et par se prendre soin de l'un et de l'autre, que ce soit le patient ou notre collègue. Voilà, on vous remercie de votre présence et puis à très bientôt.